J'ai tenu à faire ce témoignage parce que j'ai vécu ces fêtes en tant que témoin vivant et oculaire. Un mois de juin 2006, ma conjointe étant enceinte se faisait suivre dans un centre de santé urbain du quartier. Arrivé à terme, nous nous sommes rendus dans ce même centre de santé où les praticiens nous ont remis un bulletin pour nous rendre dans un CHU de la place disant que cela dépassait leurs compétences. Arrivé dans le CHU, le médecin nous a fait savoir qu'il fallait procéder à une césarienne. Et c'est ainsi que nous avons fait le nécessaire afin que l'intervention se fasse. 1 heure de temps après, je me fais rappeler par ce même médecin qui me dit de ramener des poches de sang. Bon, ça m'a paru un peu bizarre, mais dans le feu de l'action, j'ai couru à la banque de sang pour pouvoir trouver du sang. Avec des tracasseries en un point fini, j'ai pu obtenir 2 poches de sang à un coût que je ne peux même pas expliquer ici. C'est ainsi que je me suis rendu chez ce même praticien qui, à mon arrivée, a demandé à me voir de côté en me disant qu'il était déjà tard, que la mère et l'enfant étaient décédés. Il est écœurant, il est triste de voir une mère mourir en donnant la vie. Et il est d'autant plus déplorable de voir un enfant, un nourrisson, repartir juste après sa venue sur Terre. Aujourd'hui, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut causer la mort d'une mère et son bébé. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, à votre équilibre et à votre connaissance, l'émission sans laquelle vous ne pouvez tout simplement vivre. Alors aujourd'hui, on a une superbe émission, en même temps superbe, qui pourra peut-être être triste et tout, mais vraiment une émission pleine de... Je sais qu'elle sera pleine d'enrichissement, pleine d'enrichissement parce qu'on a besoin de connaître des choses. On est des femmes, on voit des femmes, on voit des gens, des personnes qui perdent leurs femmes et leurs enfants dès l'accouchement. C'est très écœurant. Moi, c'est très révoltant pour moi. Je trouve que ça ne devrait pas exister et je pense que ça existe un peu plus en Afrique qu'ailleurs. Donc aujourd'hui, oui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est fait et comment est-ce qu'on peut éviter, surtout. D'ailleurs, comment allez-vous les filles? Très bien. On est là. Et toi? Ça va très bien, Aurélie? Super, ça va. D'accord. Prête pour cette belle émission? Écoute, je suis maman de 2 enfants. J'ai accouché par voie basse, sans péridurale. Et je sais que ça n'a pas été facile, mais j'ai l'habitude de dire qu'une maman, en fait, ou une femme, quand elle accouche, elle rencontre, en fait, c'est un peu dur de dire ça, mais elle rencontre la mort. Ouais. Et franchement, je rends grâce à Dieu. C'est vrai, c'est pas évident. On est des femmes, mais c'est un rôle qu'on doit assumer. Ouais. Je suis d'accord. Dijou, ça va, ma chérie? Oui, ça va très bien. Ça va, ouais, ça va. Et le thème, bon. Future maman, donc... En tant que maman de 4 enfants, c'est un thème qui me parle directement. Ouais. J'ai hâte. Tu as hâte, hein? Ouais. Et toi, Yasmina? Traumatisée pendant longtemps par la mort de ma tante, qui était l'une de mes tantes préférées, morte à l'accouchement, pardon. Elle est revenue à la vie très vite. Elle a plongé dans un coma. On devait aller chercher du sang, un peu comme l'histoire du monsieur. Mais au final, elle s'est remise. Et puis après, on nous a dit qu'elle est morte par arrêt cardiaque. Donc on a été traumatisés parce qu'on l'avait vue, tout s'est bien passé. C'est quelque chose qui m'a marqué. Moi-même, lors de ma grossesse, la grossesse de mon fils, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que je vais mourir à l'accouchement? J'ai été traumatisée par ça. Mais bon, comme elle dit, Aurélie, on est entre la vie et la mort à l'accouchement. Ça s'est bien passé. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi de retomber enceinte. Je pense toujours que je vais mourir à l'accouchement.
Oh non, je ne sais pas, t'inquiète pas. Non, je t'inquiète le pas. dis ouvertement. Bon, au moins, tu as la chance d'être là avec 2 professeurs, donc c'est sûr qu'ils vont te suivre quand tu vas tomber enceinte. Mais ce qu'Aurélie dit est vrai, surtout le côté mort, parce que je sais qu'il y a une ethnie en Afrique de l'Est où le terme grossesse, quand une femme est enceinte, le terme, c'est-à-dire leur langue, c'est genre mort. C'est comme ça qu'on appelle la femme enceinte, parce qu'on se dit que tu peux mourir à tout moment. Ouais. Voilà, parce que c'est une étape très difficile. Ouais. Alors, nous sommes avec 2 éminents professeurs. Oui, pas des moindres. On voulait prendre les sommités des sommités, les voix autorisées. Pour qu'au sortir de cette émission, on ait toutes les réponses à nos questions. Nous avons le professeur Serge Boni. Il est le président de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, qu'on va applaudir. Professeur, comment vas-tu? Ça va bien, Merci. Très, très bien. Merci d'accepter d'être sur ce plateau. Je pense que le thème en vaut la peine. Oui. Le thème en vaut la peine et la communication sur ce thème est importante. Ouais. Pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. C'est ça. De ce que c'est que la mortalité maternelle. Ouais. Avec ton emploi du temps chargé, en tout cas, nous, on est très, très honorés que tu sois là. Merci bien, beaucoup. Merci. Ensuite, notre professeure chérie, elle a l'habitude d'être sur ce plateau, notre diva. Le temps n'a pas de secret pour elle, là, le professeur Lasma. Comment vas-tu, professeur? Ça va, merci. Ça va? Ça va. Toi et les bébés, ça se passe bien? Ils sont toujours bébés et moi, je suis toujours moi. Voilà, c'est ça. Ben, écoute, merci aussi à toi d'être venu. Merci d'être là pour parler de ce sujet-là. Et toi, avec toi, on va parler de la mort des bébés. Pourquoi les bébés meurent dès qu'ils naissent, en fait. C'est pas normal. Alors, la première question que moi, je vais poser, peut-être, je ne sais pas si je me suis trompée ou pas, c'est est-ce que c'est vrai que ce genre de décès maternels et néonataux arrive plus en Afrique qu'ailleurs, professeur? Absolument. Je vais d'abord vous définir ce que c'est que la mortalité maternelle. Ouais. C'est le décès d'une femme au cours de la grossesse, de l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement, ce qu'on appelle la période du postpartum, 42 jours après. Et ces décès-là, si on se réfère au plan mondial, 80% de ces décès se trouvent dans les zones pauvres, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, qui sont les zones les plus ciblées. Et c'est inquiétant parce que on fait tout pour essayer d'améliorer ce taux. Le taux mondial de mortalité maternelle est de 223 pour 100 000 naissances vivantes. C'est comme ça qu'on exprime ça. Mais chez nous, la plupart des taux sont au-dessus de 300, 400 carrément. pour 100 000 naissances vivantes. La Côte d'Ivoire elle-même est passée d'un taux de 614 pour 100 000 naissances vivantes à 385 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, il y a une amélioration. Moi, je ne pense pas que ce soit dû à un manque de compétences, hein, parce que, bon, voilà, médecin, gynécologue ou obstétricien, il sait ce qu'il fait. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être dû au fait que les mamans ou les femmes africaines n'ont pas pour habitude de se faire suivre par des médecins pendant la grossesse? Pour moi, la mortalité maternelle, à la limite, c'est un enjeu de société. C'est un enjeu de société. Il faut que toute la société se mobilise pour réduire la mortalité maternelle. C'est même, à mon avis, un acte d'équité sociale. Nous n'avons pas le droit de confier la responsabilité de la pérennisation de l'humanité aux femmes et puis les négliger autant au moment où elles doivent donner naissance. Parce que la mortalité maternelle, c'est le facteur le plus émotionnel. Vous l'avez dit, il n'est pas normal qu'une femme vienne pour donner la vie. Oui, et puis elle perd la vie. Et perd la sienne. Alors, tout le monde doit concourir à lutter pour la réduction de la mortalité maternelle. Il y a des facteurs qui se relèvent de l'hôpital qu'il faut améliorer. Et puis, il y a des facteurs qui relèvent d'un engagement de la société elle-même. D'accord, oui. Alors, moi, je voulais savoir, en dehors des causes liées à l'hôpital, quelles sont les maladies ou les pathologies qui peuvent conduire à un décès? Alors, si on veut regarder les causes de mortalité maternelle,
on les distingue en deux grands groupes. Ouais. Ce qu'on appelle les causes directes, qui sont, qu'on va voir peut-être, les hémorragies, les infections, l'hypertension artérielle au cours de la grossesse et ses complications. Et puis, il y a les causes indirectes, c'est-à-dire les pathologies qui, normalement, peuvent être portées par toutes les femmes, mais qui, au cours de la grossesse, du fait de l'état de la mère, de la femme, peuvent s'aggraver et finir par emporter la patiente. Ce sont le paludisme au cours de la grossesse. Ce sont la malnutrition, l'anémie. Une femme est déjà anémiée. Avant la grossesse, elle tombe enceinte. Elle doit produire des hémoglobines pour elle-même et pour son bébé. Si elle n'est pas compensée, elle finit par mourir de son anémie. Mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi de la responsabilité des hôpitaux. C'est ça que je voulais. Qu'est-ce qui se passe aussi dans les hôpitaux? Alors, dans les hôpitaux ont pour mission de recevoir la patiente. Vous savez, je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, donc, professeur. Ce qui cause le plus de décès dans nos pays africains, subsahariens, les gens l'ont étudié en long et en large. J'ai oublié peut-être de dire que 99% des causes de mort sont évitables. Sont évitables. Évitables, 99%. C'est-à-dire la mise en œuvre des données actuelles de la médecine, de la science, doivent permettre de sauver les femmes. Ouais. Mais maintenant, quels sont les facteurs qui agissent? On parle dans notre domaine de 3 retards. Le premier retard, c'est un retard culturel. C'est le retard qui fait que la patiente met du temps à venir à l'hôpital. C'est ça. Elle est à la maison, elle a mal, elle saigne. Culturellement, dans certaines sociétés, on dit, bon, il faut qu'elle ait mal. Il faut qu'elle saigne un peu. Ça fait partie de la culture. La poche des os. Le premier retard, oui, il faut que Le deuxième retard, c'est le temps qu'elle va mettre de chez elle pour arriver à l'hôpital. Ça va dépendre des infrastructures, de la répartition des infrastructures, de la qualité des routes, des moyens financiers qu'elle a des fois pour venir à l'hôpital, pour payer son transport. Et puis le troisième retard, c'est le retard qui se passe dans nos services. C'est le retard à la prise en charge une fois qu'elle arrive. Alors, une femme qui arrive, qui est en train de saigner, les données montrent que si dans les 2 heures, elle n'est pas correctement prise en charge, elle peut mourir. Dans les 2 heures? Dans les 2 heures. Alors qu'on a eu des patientes qui sont venues ici, elles n'ont pas été prises en charge pendant 5 heures. Elles ont patienté. On va Et on revenir. les appelle les échappées belles. On va revenir dessus. Hein. Alors moi, justement, je voulais vous rejoindre quand vous parlez des hôpitaux. Il y a beaucoup de problèmes avec les infirmières ou les sages-femmes qui font accoucher nos femmes, nos mamans. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un hôpital privé. Les cliniques privées où il faut payer une caution de peut-être 500 000 francs avant d'aller faire l'accouchement, c'est très compliqué, vu d'ailleurs même le SMIC du pays. Alors une femme qui a prêté serment, qui est sage-femme, qui doit faire accoucher une jeune dame, qu'elle ait 14 ans, qu'elle ait 20 ans, excusez-moi du thème, qu'elle ait beaucoup de fesses et un beau corps, et que ça puisse gêner la dame qui a un gros ventre comme moi, qui est sage-femme, n'a pas à l'insulter. Or, quand tu faisais là, c'était doux. Et 4 là-bas, tu vas tirer. Il faut pousser. Alors que la dame peut avoir mal au niveau de... Je ne sais pas comment il a dit, c'est pas trop grossier. Non, au niveau de l'anus, quoi. Mais souvent, quand tu pousses, ton docteur, ça donne beaucoup. Je vous comprends. Voilà, donc les femmes, il faut pousser. Ça te fait mal comment? Ouais. C'est qui est rentré dedans. Moi, je ne sais pas pourquoi elles font ça. Ce sont les batailles que nous menons actuellement. On parle actuellement de soins respectueux. Les soins qui respectent la dignité de la patiente ou du patient qui vient vous voir. Moi, j'avais un patron, paix à son âme, qui disait que tout le code de déontologie se résume à une phrase. Si c'était ma mère, si c'était ma sœur, si c'était ma fille, si la majorité des pratiquants, dans tous les domaines, à un moment donné, en face du malade qu'ils ont, raisonnent comme ça, jamais ce genre de comportement n'arrivera. C'est vrai. Jamais. Alors, moi, je voudrais parler de la phase même du travail d'une femme, de l'accouchement. Parce que moi,
pour ma petite expérience, ma première grossesse, j'ai été très bien suivie par une gynécologue obstétricienne, voilà, qui est exceptionnelle. Mais pendant l'accouchement, je me rappelle que à un moment donné où je poussais, je me suis sentie partir, en fait. J'ai commencé à avoir un vertige bizarre, alors que, bon, tout se passait très bien. Donc, qu'est-ce qui fait que, pendant l'accouchement, il peut y avoir justement ce genre de problème-là, des vertiges? J'ai vraiment eu peur. Et à un moment donné, même, la sage-femme a dit aux infirmières, appuyez sur son ventre. Déjà, c'est quelque chose que, bon, il paraît que ce n'est pas très commode. Qu'on ne fait elle plus a du dit, tout. appuyez sur son ventre. Et vraiment, je me suis sentie partir. Et à un moment donné, je me suis ressaisie et l'enfant est sorti. Mais pendant l'accouchement, qu'est-ce qui peut créer ce genre de choses-là? Bon, il y a beaucoup de causes. Ce qu'on dit, c'est qu'au cours d'un accouchement, il y a des complications imprévisibles. Et la capacité d'un bon système de santé, c'est de prendre en charge les imprévisibles. Et c'est ce qui fait la différence entre nos services et les services européens. Parce que les complications dans le genre de la vôtre, ça se voit aussi dans les services européens. Vous pouvez faire une baisse de tension, une baisse de tension qui peut expliquer le malaise que vous avez eu. Vous pouvez être un peu dyspnéique, avoir des difficultés à respirer. C'est passager. C'est vrai. Mais l'hôpital doit être équipé de telle sorte à régler ce problème par la disponibilité des médicaments qu'il faut, par la disponibilité de l'oxygène, de ceci, de cela. Le masque. Voilà, et tout cela. Mais c'est ça. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour cela qu'au niveau des instances internationales, la mortalité maternelle est un indicateur de performance du système de santé. Donc ça veut dire que dans notre système ici, on a un véritable problème. C'est un indicateur de performance du système de santé. Et plus un système de santé est performant, plus il a l'aptitude de régler les problèmes qui arrivent. Oui, c'est fort, mais il faut que cela soit dit. Non, il faut que ça soit, Il faut que les gens agissent pour que... Alors, juste avant, on va passer à la pub, mais il y a une question juste avant. C'est qu'on dit que quand la femme accouche, quelques heures après, c'est-à-dire elle peut accoucher, et que juste quelques heures après, elle décède. C'est la période la plus vulnérable de la machine, le postpartum immédiat. Dans le langage, c'est-à-dire les minutes, les heures qui suivent. Comme ça, que tu voilà. C'est la période la plus vulnérable. C'est la période qu'on appelle la période de vulnérabilité puerpérale. En même temps. Parce qu'il y a un mot même, ils ont fait pour ça spécialement. Puerpérale. Je ne veux pas vous effrayer. Non, il ne faut pas aller. On est passé par là. C'est la période au cours de laquelle le personnel de santé doit être le plus vigilant possible. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'une femme vient d'accoucher, il ne faut pas l'abandonner. Une fois qu'elle a accouché, qu'elle a délivré, il ne faut pas l'abandonner. Mais les filles, là, tu finis là, elles s'en vont en même temps. Hein. Elle a été laissée comme ça. Alors, est-ce que c'est la surcharge de travail? Est-ce que c'est la disponibilité qui fait que tout cela? Il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir là-dessus. Mais c'est interdit d'abandonner une accouchée. Et dans le contexte, les structures font que, le professeur Lasme là, en Europe, quand une femme accouche, elle reste hospitalisée 4 à 5 jours. Effectivement. Normalement. Par voie basse aussi? Par voie basse aussi. Chez nous, c'est par césarienne, on fait 3 jours. Une voie basse, elle sort en même temps. 2 jours. Moi, mais nous, dans des structures, c'est 3 heures après, 6 heures après, qu'on est obligé de les libérer parce que... Il n'y a pas de chance, on t'a gardé 4 jours. Elles sont obligées de dormir par terre. Non, comment il a fini d'accoucher, j'ai dit, André, il était au bord du mais j'ai eu froid. Et je me suis rappelé qu'Abidjan... Et toi, c'était par voie basse? Oui, par voie. Quand tes pieds sont glacés, tes mains, comment tu vas mourir? Donc, je priais, il ne faut pas y en mourir dans fait de grossesse. Ça qui m'a envoyé. Mais vous savez, véritablement, quand je poussais, c'est comme si j'avais l'impression que je ne pouvais pas parce que mon cœur allait lâcher. Et donc, je n'avais personne. J'ai prié, j'ai supplié qu'on me fasse une césarienne. Mais malheureusement, en Europe, on ne te fait pas une césarienne tant que ce n'est pas compliqué. Ils estiment que ce n'est pas possible. Ils ont les capacités de monitorer le travail tu as accouché complètement, de savoir
que le bébé va bien, qu'il peut supporter la traversée du pelvis maternel et sortir. Nos enfants. Et voilà. Professeur, on va marquer la première pause publicitaire et on va revenir continuer tout ça. On va à la pub et on revient. Mortalité maternelle et décès du nourrisson. On en parle aujourd'hui avec le professeur Boni et le professeur Lasma qu'on va applaudir. Wow. Franchement, pour cette première partie, merci professeur. On va maintenant passer au professeur Lasma pour comprendre le décès du nourrisson. Mais pendant la pub, tu étais vite fait, tu étais en train d'expliquer que toi, ton accouchement aussi a été très difficile. Oui. Ouais. Pour le 7e enfant. Pour le 7e enfant. Wow. En Côte d'Ivoire. Wow. Je dirais non, j'étais en France. Ok. Pour ce 7e enfant-là, c'est, comme je dis, j'accouche toujours comme une fleur. Mais pour celui-là, comme disait une maman, quand c'est le dernier, tu vois Fantomas. Ah ouais. Donc, je suis arrivée à l'hôpital assez rapidement, après avoir eu, comme on dit, mal au ventre. Ouais. Mais c'était une contraction qui n'a pas cédé. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit aux collègues, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on aille au bloc. Parce que tu es médecin. Ah oui. Parce que je suis médecin. Ouais. Dieu merci. Et je pense, après ce qu'ils m'ont raconté, dans les 15 minutes, j'étais au bloc opératoire, césarienne faite, et je me suis réveillée une semaine après. Wow. Oh my God. Une semaine après. Une semaine après, et ce qu'on m'a dit, parce que je disais, chaque fois qu'on me posait des questions, je dis, ben, avant, je savais ça, mais maintenant, je ne sais plus. J'ai reçu 20 poches de sang, Voilà. Déjà ça. 22 poches de plasma, c'est-à-dire le liquide du sérum, quoi. J'ai reçu également 8 concentrés plaquettaires, des plaquettes, parce que j'ai fait une hémorragie de la délivrance. C'est que tu contractes. Malgré que j'avais fait 40 consultations prénatales, parce que vu mon âge, on estimait que j'étais une maman trop âgée, à 45 ans. Et j'avais 2 consultations par semaine pendant 6 mois pratiquement. Voilà, c'est ça. Et ils n'ont pas compris comment ça se fait avec un bilan de la coagulation tout à fait normal. Ils n'ont pas compris comment est-ce que j'ai fait une hémorragie de la délivrance et que j'ai failli mourir. Tu as failli mourir. Et le professeur voulait te dire quelque chose? Oui, c'est ça l'imprévisibilité de l'accouchement. Ok. Hein? Vous voyez, elle est un exemple typique de la capacité d'un système de santé à résoudre une complication. Si c'était ici, Elle était morte 5 fois. elle était morte 5 fois. Il dit c'était elle était morte 5 fois. Professeur. C'est un professeur. On va dire professeur. Professeur, Oui. merci beaucoup pour ton... Parce que Pour ta sincère. déjà d'avoir 20 poches de sang, dans un délai, machin, du plasma frais congelé, des concentrés plaquettaires, c'est pas évident. Ici, le temps prend transport, fait arrangement. Est-ce que c'est pas dû les aussi choses à... se sont améliorées ces dernières années, ces derniers temps. Ok. Mais c'est un cas qui est typique. Et que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité d'un système de santé à résoudre les problèmes de mortalité maternelle qui fait sa performance. Merci. Mais, Très bien. Est-ce que c'est pas aussi dû à l'âge? Parce que bon, c'était le 7e, vous aviez 45 ans. Est-ce que c'est pas le fait... Bon, parce qu'on dit que nous, les femmes, à partir de... Enfin, il y a une période où on doit faire les enfants. Et plus on avance dans l'âge, plus c'est dangereux. Je vous remercie. On a défini, les études ont montré, et 5 ans. On dit les trop, les 4 trop. Ce qui tue les femmes en Afrique, le premier trop, des grossesses trop jeunes. Ok. La petite fille, elle a 12 ans, 13 ans, on la marie. Ok. Son corps n'est pas fait prêt pour... C'est ça. C'est le premier trop. Ouais. Des grossesses trop âgées. Ok. C'est l'inverse des grossesses trop Quel jeunes. âge? Ben, on estime qu'après 40 Après 35 ans. Non, 40 ans, on va jusqu'à 40 Ok, ans. jusqu'à 40 ans. 42 ans maximum, mais Ok. 40 ans, c'est l'idéal. Ok, d'accord. Ouais. Or, nos mamans ici, elles poussent. Elle pousse, ouais. Voilà, elles poussent. Ok. Des grossesses trop nombreuses. Ok. Beaucoup d'enfants. On a fini Voilà. ça. 6, 7, 15. c'est ce qu'on appelle la grande multiparité. 6, 7, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Trop enfants, maximum chez la Ok. C'est beaucoup. Ok. Et des grossesses trop rapprochées. Trop rapprochés. Donc, trop D'accord. jeunes, trop âgées, Trop âgés. trop rapprochées, trop nombreuses. Trop nombreuses. Très bien. Parce que trop rapprochées, l'organisme n'a pas eu le temps Ouais. Se de réparer. se remettre. reconstruire.
et vient dessus une autre grossesse. Très bien. Alors, professeur Lass, maintenant, on va parler des bébés. Justement, des bébés. Dis-nous, yes. La mortalité, La pourquoi mortalité, les bébés meurent à la naissance? pourquoi les bébés meurent? Comme le professeur Bouni l'a dit, les bébés meurent plus en Afrique, chez nous, Ailleurs. et en Asie. Ah, Asie du je Sud-Est. tiens à mon... C'est pareil, parce que sachez que le bébé dépend de la maman. C'est indissociable. C'est indissociable. Nous, en tant que pédiatres et néonatologistes, nous sommes le prolongement du gynécologue. Comme je dis toujours, je fais avec ce que vous me donnez. Si vous me donnez un enfant qui est en état de mort apparente, parce que problème au niveau de l'accouchement, problème, eh bien moi, je fais avec. S'il survit, mais sachez que la mortalité néonatale est due, souvent, nos chiffres montrent que ce sont des nouveau-nés à terme, c'est-à-dire après 9 mois. Ce sont des nouveau-nés qui sont en souffrance, donc asphyxie, ils ont manqué d'oxygène. Pour quelque raison que ce soit, la plupart du temps, c'est les conditions d'accouchement. Nous, on appelle ça, les obstétriciens disent mauvais effort expulsif. La dame n'a pas su pousser. Et quand elle ne s'est pas poussée, il faut prendre la décision de césarienne à temps pour sortir un enfant qui est quand même, je dirais, viable. Et donc, à terme, souffrance, les prématurés, surtout les grands prématurés, avant 6 mois, 6 mois et demi, c'est des grands prématurés, donc ils ont plus de, je dirais, de chances de décéder. Il y a également les détresses respiratoires et les enfants qui sont infectés. Infection qui est une pathologie que l'enfant détient de sa mère. On parle d'infection materno-fétale, infection bactérienne due à la mère, pour plusieurs raisons, notamment la rupture de la poche des os. On dit en fin de grossesse, quand vous avez mal au ventre, vous venez. Donc la dame, elle rompt la poche des os à la maison. Elle dit, je pensais que j'étais en train de faire pipi. Je ne savais pas qu'est-ce qui coulait. Alors qu'en fait, la poche des os a été rompue et les bactéries qui sont dans le vagin remontent. Et l'enfant sort infecté. Elle a tout infecté. Et ce sont des enfants qui ont beaucoup de chances de décéder. Surtout qu'ici, on n'a pas toujours le germe en cause. Donc, un enfant à terme, en souffrance, un prémat, un enfant en détresse respiratoire, un enfant infecté. A plus de chances de voilà. D'accord. J'ai une connaissance qui a perdu son bébé à 7 mois. Enfin, à 7 mois de grossesse. Et on lui a dit que l'enfant n'avait pas suffisamment de liquide amniotique. Donc, qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, la mère ne produit plus de liquide amniotique? Bon. D'abord, qu'est-ce que c'est que le liquide amniotique pour nous autres? Le liquide amniotique, c'est tout le liquide qui entoure l'enfant et qui le protège. L'eau, il est dedans. Voilà, l'eau dans Ah. laquelle il est pendant la grossesse. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que quand il y en a trop, le gynécologue vous dit, il y a peut-être une malformation, il y a peut-être un diabète, il y a peut-être une malformation, une maladie génétique, les trisomiques et tout ça. Mais l'eau, là, pourquoi ça est devenu beaucoup? Normalement, c'est censé être normal, non? Parce Oui, qu'il y a normalement, un c'est censé être normal, mais il y a des équilibres. Encore, tu bois trop d'eau? C'est pas ça. Il y a un équilibre entre ce qu'on appelle la production, qui est normale, et la résorption. Le bébé, il boit son eau. Hein. OK. Il boit Il son mange eau. même. Enfin, il mange, Il boit son eau. C'est pour ça que souvent, même manger glace, loco, c'est pas lié à les ça. enfants, Il ils boit aiment manger son eau. conneries d'enfants. Imaginez qu'il ait une malformation au niveau du tube digestif. Oui. Ah, Il peut boit pas. boire. Ah, Donc ça la reste. OK. Et ça fait ce qu'on appelle un hydramnios. OK, d'accord. Donc, OK. L'autre cause dont on a parlé, c'est l'oligoamnios, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'eau. Ça aussi, parce que la Parce qu'il a tout bu? Pas parce qu'il a tout bu, parce que la production au niveau de la maman n'est pas Ah, je suffisante. vois. Ou alors qu'il y a eu une perforation de la poche des os, OK. parce que le liquide est dans une poche. Effectivement. Elle peut se fissurer, D'accord. le liquide peut couler de façon machin. La maman confond ça avec des urines, avec machin. Je Et c'est ça comprends. qui est dangereux le plus, parce que ça baisse, il y a infection, et puis... Voilà. Moi, je posais question. D'accord, très bien. Elle devait terminer. Fissure. Est-ce qu'elle n'avait pas fini D'accord. avec la question de Dija sur le liquide amniotique, la dame qui avait perdu son bébé? Donc, on comprend maintenant le liquide amniotique. Donc, il y a une certaine quantité qui doit être là. Et si elle est trop, on sait que le bébé ne boit pas assez, donc on regarde s'il a une malformation. S'il n'y en a pas suffisamment, peut-être c'est percé, peut-être que c'est... OK, on comprend. Donc, elle, dans son cas, la dame, N'avait pas assez de n'avait pas assez de liquide. Ouais. Et quand il n'y a pas assez de liquide,
on pense également à une malformation au niveau des reins. Voilà. Et souvent, ce sont des enfants qui sont beaucoup trop petits. Et quand ils sont trop petits, il y a toutes les complications dues au petit poids de naissance. D'accord. Donc, docteur, il y a une dame aussi dans mon quartier qui a eu problème. Le truc l'a percé. Mais elle s'est plainte parce que son mari aussi, chaque fois, il voulait de la dame. Parce que le gynécologue dit que, bon, ça vous êtes gynécologue, que pour que... C'est lui qui est gynécologue. Elle, professeur. Pour que la femme accouche facilement, il faut qu'elle ait régulièrement des rapports, puis qu'elle marche beaucoup. Bon, elle n'avait pas trop envie, parce qu'il y a des femmes enceintes, ça passe pas l'odeur du monsieur, son parfum, tu vois, non, ça te rejette. Mais le tonton, là, aïe! Lui, il aimait ça parce qu'il trouvait qu'il y avait une certaine chaleur qu'il n'avait pas à Vous savez, il y a beaucoup de légendes comme ça qu'on fait courir. Il y a beaucoup qu'on fait courir. Qu'on fait courir. On dit que pendant la grossesse, il faut avoir le maximum de rapports pour nourrir le bébé. Mais la nutrition du bébé ne vient pas de ça. C'est ce que la femme mange. Si elle a une alimentation équilibrée. Je vais répéter ce que le professeur a dit. Tu dis que la nourriture du bébé ne vient pas du sperme. Écoutez, depuis quand il faut faire la douche. Par quelle voie il va aller nourrir le bébé. En dehors de ça, le sperme contient une substance qu'on appelle la prostaglandine, qui peut déclencher des contractions. Donc, il peut déclencher. C'est ça peut-être. En dehors du choc, du rapport, c'est ça. Il y a également... Il y a le fait qu'il y ait des prostaglandines dans le sperme et ça peut déclencher l'accouchement. Même pour en faire un facteur incontournable. C'est pas vrai du tout. Là, le professeur nous a tout dit. Relativiser les choses. Je suis d'accord. Les sages-femmes, vous voyez, enfin, je dis sages-femmes parce que celles qui donnent naissance aux enfants, aux bébés, vous voyez beaucoup de choses, mais vous ne dites pas tout au moment. Moi, comme je dis, mon premier accouchement, je prends toujours l'exemple de mon premier accouchement, où de faire de l'enseignement. C'est ça. Où l'enfant, en fait, mon bébé, en fait, il est sorti. Et on a l'habitude de dire qu'il faut entendre le bébé pleurer, pour dire que, bon, voilà, il a envie, ça va. Moi, quand mon enfant est né, là, elle m'a montré mon bébé, elle dit, voilà, et déjà même là, elle attrape ton bébé, on dit, sachet, pour dire, voilà, par les pieds, ton bébé est là et tout. Mais je n'ai pas entendu mon bébé pleurer. Donc, elle m'a dit, non, tout va bien. Elle est partie avec l'enfant. Et puis, au bout de 10-15 minutes, l'enfant, elle m'a ramené mon bébé et tout. Et puis, bon, Dieu merci, il respirait. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité quand l'enfant naît? Pourquoi il pleure pas? Il pleure pas, oui, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi on doit le taper fort pour qu'il pleure? Il faut le taper. Oui. Voilà. C'est ça. Non. Et puis, on crie sur lui. Non. En fait, un enfant qui ne crie pas, on considère qu'il est en souffrance. Il y a une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Voilà, il passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien. Il était dans l'eau, il sort, il faut qu'il respire. Et généralement, il ne respire pas dans le ventre. Sinon, des mouvements respiratoires très, très imperceptibles. Il doit respirer dehors. Et en respirant, il va crier. La plupart du temps, un enfant qui n'a pas crié, c'est un enfant qui aussi ne respire pas. Donc, il faut le réanimer. Stimuler un peu. Et pour la réanimation, vraiment, on appelle ça la minute d'or. Avant 1 minute, l'enfant doit avoir respiré. Donc, il faut que la personne qui fait l'accouchement soit une personne qualifiée pour faire une petite réanimation. Avant 1 minute, cet enfant doit respirer. Et s'il ne respire pas jusqu'à... Non, on se donne jusqu'à 10, 20 minutes pour réanimer un enfant. Et normalement, au bout de 20 minutes, on doit arrêter la réanimation parce qu'on estime que les séquelles neurologiques seront trop importantes. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, j'ai regardé un documentaire où, après l'accouchement, effectivement, l'enfant ne respirait pas. Et on a dit qu'il avait avalé beaucoup de liquide. Et ils lui ont mis un tuyau dans le tube, tout ça, pour qu'il crie. Donc, tout à l'heure, le professeur a dit qu'il boit son liquide amniotique. Et à la naissance, quand il a bu son liquide amniotique, ça lui pose des problèmes. Donc, je veux comprendre un peu Donc, quand il la boit, différence. Il est dans le ventre, il déglutit, c'est-à-dire il avale. Ça va dans l'estomac, il urine. Voilà. OK. Alors que quand il sort... Oui. Il fait popo, tout ça, là. Non, il ne peut pas popo. C'est signe de souffrance. Ah, d'accord. C'est après qu'il fait. Oui, il fait popo. Au moment de l'accouchement, pendant le travail. OK. Et c'est un signe que nous,
Oh là là. Oui, ça, j'ai vu ça. Je vais raconter. Allons-y. Non, non. Donc, finalement, il déglutit, c'est-à-dire il avale, ça passe par l'estomac, alors que quand il l'a inhalé, c'est-à-dire le liquide est passé dans les poumons. Ah, d'accord. Et c'est ce liquide qui est passé dans les poumons qu'on doit pouvoir aspirer. Il y a 2 types de problèmes respiratoires, puisque c'est les problèmes respiratoires qui sont une des causes aussi de mortalité du nouveau-né. On a des problèmes respiratoires où c'est juste le liquide qui n'est pas encore, qui n'a pas disparu complètement, souvent parce que l'enfant n'a pas été n'est pas né par voie basse, c'est juste une césarienne en dehors de tout travail, c'est ce qu'on appelle la détresse respiratoire transitoire, retard de résorption du liquide, ça passe au bout de 3 jours, mais il y a dans le cas d'une souffrance, quand l'enfant a souffert en intra-utérin, il respire et là, comme on dit, il est inondé. Et plus il est inondé par un liquide, plus il est en souffrance, plus il aura évacué son méconium dans le ventre, c'est-à-dire il aura fait son caca noir dans le ventre, et il aura donc respiré ce liquide rempli de caca noir. Je sais que ça effectivement, c'est ce C'est que... un signe. Oui, pour nous, c'est un signe de souffrance. Les gynécologues, obstétriciens, de regarder l'aspect du liquide amniotique. Si le liquide amniotique est teinté de méconium, l'enfant souffre. Moi, je l'ai vécu. Il faut le sortir du milieu maternel Oui, rapidement. moi, je l'ai vécu parce que moi, en fait, je t'ai programmée pour une césarienne. Et après, on a dit que l'enfant avait le cordon enroulé 2 fois. Donc, il fallait effectivement faire une césarienne. Mais... genre 5 jours avant la césarienne programmée, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et donc, je cours, je vais à l'hôpital, je commence un accouchement par voie basse normale, mais je ne sais pas si c'est le cordon là qu'il a truc. Donc, ça fait qu'on disait qu'il commençait, il était en souffrance, il commençait à faire le truc, voilà, popo là, dans le truc. Donc, on m'a envoyé d'urgence au bloc pour une césarienne. Mais j'avoue que c'était vraiment une équipe médicale bien, c'était une clinique. Et puis, ça va, il n'a pas eu de vraiment aucun Mais une problème. équipe médicale bien, ça peut exister aussi dans le public. Mais normalement, c'est ce qu'on souhaite. Et on va en parler dans cette 3e partie. Professeur, cette 3e partie sera dédiée vraiment à... Il faut parler aux équipes des hôpitaux, on va en parler. Donc, quand le bébé a le cordon enroulé 2 fois, on se dit que c'est automatiquement une césarienne. Il y a des femmes, moi, je me souviens, pour éviter une césarienne, il y a des femmes qui m'ont dit, on va me donner des médicaments traditionnels, il va me purger, et puis le cordon là va quitter. Mais c'est jamais quitté. Bon, dès le moment où il y a un circulaire de cordon, le gynécologue est conscient qu'il y a un risque d'asphyxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène, puisqu'il s'étrangle. Et le pédiatre également est conscient. Donc, généralement, lorsqu'on vous dit circulaire lâche, le gynécologue dit, bon, on tente une voie basse, c'est-à-dire un accouchement par les voies naturelles. Mais dès le moment où il se dit qu'il y a un double circulaire qui est serré, le risque d'étranglement, c'est-à-dire de manque d'oxygène, d'asphyxie pour le bébé est trop important, on ne prend pas le risque de faire accoucher l'enfant, de faire accoucher la dame. Plus l'enfant va descendre, plus il va souffrir. Plus le cordon va C'est ça. Alors, c'est ça. À quel moment réellement on fait la césarienne? Parce que j'ai l'impression en fait que, bon, j'ai une amie qui a décidé d'accoucher par voie basse, mais le médecin avait voulu qu'elle fasse une césarienne et pour... J'ai l'impression en fait que c'est un business. Non. Les trucs de césarienne. Tout le temps, césarienne pour pouvoir... Non. Pourquoi, en fait? Il Dites-nous. n'y a pas de business de la césarienne. Parce que faire une césarienne, ce n'est pas du jeu quand même. C'est un acte opératoire qui met en jeu la vie de... Parce qu'il y a une anesthésie qui doit se faire. Peut-être comme ça coûte plus cher, peut-être c'est pour ça. Mais non. Arrêtez de... Non, on pose question. On demande, parce que c'est tellement récurrent. Voilà, tout le temps, césarienne. Une femme dans son entourage, un quand il y a des gynécologue grossesses... digne de ce nom ne fait pas une césarienne parce qu'il touche plus d'honoraires que quand il fait un accouchement normal. Il y a plus de risques de mort même. Ça augmente son travail. Déjà, quand elle accouche normalement, au bout de 3 jours, elle est partie. C'est ça. Mais quand elle fait une césarienne, il doit venir faire le pansement, il doit la machin. Mais elle est hospitalisée, elle continue de payer la Oui. Ah, c'est ça. Tout ça, c'est des idées préconçues. Moi, je pense qu'un médecin digne de ce nom, il met une indication de césarienne qui est motivée, il explique à la parturiente ou à la gestante pour quelle raison il va vous faire la césarienne. Moi, je veux juste vous donner un exemple. Madame, parce que votre bébé est trop gros. Il y a un risque qu'il ne passe pas par la filière. Je vous fais une césarienne, madame, parce que votre bébé a un double circulaire ou un circulaire serré du corps. Des raisons valables. Voilà. Des raisons valables. OK, très bien. Enfin, je vais donner un exemple. J'ai une amie qui a constaté qu'elle était enceinte et elle est allée voir un gynécologue. Il lui a dit, oh là là, il faut qu'on fasse une intervention parce que tu as une GU.
donc une grossesse extra-utérine. Ouais. Donc, elle était complètement en panique et tout, et elle allait voir sa mère. Sa mère a dit, attends, on va aller prendre d'autres avis. Ils ont fait 2 autres cliniques où on lui a dit, elle a une grossesse qui est complètement normale. Donc, pourquoi dire à une dame qu'il faut l'opérer parce qu'elle a une GU, alors que d'autres praticiens te disent que non, tu as une grossesse totalement normale. Et l'enfant, il vit aujourd'hui, il est né. Il y a eu une erreur. de chacun. Alors, il y a une erreur. C'est tout simplement une Et erreur. si elle n'avait pas eu d'autres avis, elle aurait perdu son bébé comme ça. Et grâce Non, à il l'aurait inutilement opéré. Ouais. Parce que l'honnêteté aussi veut que si vous avez fait une erreur de diagnostic, parce qu'on ne se base pas, en ce qui concerne la grossesse extra-utérine, on ne se base pas uniquement sur l'échographie. Il y a d'autres choses, il y a des dosages d'hormones, de ceci, de cela, qui permettent d'affiner le diagnostic et de... Tout ça, c'est le système de santé. Voilà. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on apprend beaucoup aujourd'hui avec le professeur Lasma et le professeur Boni. Yes. Alors, je reviens au bébé. Professeur, au-delà de ce que tu as cité comme cause de mortalité d'un bébé, les prématurés et autres, mais on sait qu'il y a une dame, par exemple, qui a accidentellement tué son bébé en lui donnant le sein. C'est-à-dire qu'il a eu une asphyxie, on dit une asphyxie, je ne sais pas... C'est natal. Une asphyxie du nourrisson. La manière dont elle a positionné la tête du bébé, là. Ça fait que le sein l'a asphyxié. Donc, je veux dire, il y a d'autres causes de mortalité du bébé qui ne sont pas forcément liées à l'accouchement. Oui. Il faut savoir aussi que je vous ai cité les causes néonatales, c'est-à-dire les causes dues au bébé. Ouais. Mais il y a des causes maternelles. C'est ça. Et parmi les causes maternelles, nos travaux ont montré que les mères de faible niveau d'instruction, les mères de faible niveau économique, sont des fois sujettes à avoir des bébés qui meurent. Mais ce n'est pas l'accouchement en tant que tel qui a créé le décès, mais c'est l'ignorance. Ouais. C'est une maman. Normalement, on doit avoir éduqué cette maman pour l'allaitement. Ah oui. Donc, je ne pense pas que ce soit le sein ou la glande mammaire qui est... Cet enfant devait avoir un Non, problème. il y a une complétion, voilà, il devait avoir un problème. par le volume de la glande. En fait, elle avait des gros seins. On dit fausse route, Il y a beaucoup de dames qui ont des gros seins, les enfants n'en meurent pas pour autant. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré que pour des mamans qui se droguent, qui ont des troubles psychiatriques, qui sont alcooliques, il faut faire attention. D'accord, ok. Il devait avoir sûrement un problème parce que les gros seins, nous on dit toujours dans les gros seins, il n'y a pas beaucoup de lait, mais ce n'est pas le gros sein qui étouffe. L'enfant devait avoir un problème. D'accord, très bien. Il y a aussi la mort du nourrisson. Hein. La mort subite. La mort subite du nourrisson. Ouais. Moi, on m'a toujours dit, il faut coucher le bébé de telle position, telle manière. Mais moi, franchement, je sais que c'est peut-être pas un exemple, mais moi, je sais que mon fils, pour qu'il dorme bien, il était obligé de le coucher sur le ventre. Mais on dit que c'est pas bien. Oui, ça fait 28 ans qu'on dit que c'est pas bien. 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on fait. Est-ce que c'est vrai ou pas? Les études ont montré quelle est la meilleure manière de faire dormir un bébé sur le dos, la position? Sur le dos. Okay. Il y a des bébés là, ils n'aiment pas ça. Hein? Sur le dos. Sur le dos. Pour éviter la mort subite du nourrisson sur le dos. En néonatologie, lorsque l'enfant est hospitalisé jusqu'à 34 semaines, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait 7 mois et demi, 8 mois, il dort sur le ventre. Parce que ça améliore la respiration, ça améliore la digestion, Mais ils sont scopés. Normalement, ils doivent être surveillés. C'est-à-dire qu'on surveille la fréquence respiratoire, on surveille la fréquence cardiaque, on surveille la saturation, sa capacité à prendre de l'oxygène. Donc, ils sont sur le ventre. Mais l'éducation qu'on donne à la mère avant de sortir, il faut que cet enfant soit sur le dos strictement. Jusqu'à combien de mois? Jusqu'à ce qu'il soit capable lui-même de se retourner. D'accord, très bien. Alors moi, j'ai rapidement posé même 3 questions en même temps là. Après, je n'ai plus rien à dire. L'enfant, quand ici en Afrique, on a des traditions, on va dire, on a fini avec l'hôpital, l'enfant rentre à la maison. On a des gens qui viennent du village, des villes, qui prennent l'enfant, qui le tirent comme ça, qui le lavent avec des feuilles, qui font des exercices physiques intenses avec le bébé. Traditionnels. Premièrement. Deuxièmement, on a les problèmes des jouets dans les berceaux, des fois qui étouffent les enfants. Et troisièmement, en Afrique, il fait hyper chaud. Mais je ne sais pas qui dit ça aux femmes. Elles ont tendance à porter des habits très, très lourds aux enfants. Et moi, il m'est arrivé de voir plusieurs enfants dans plusieurs endroits qui pleuraient. Et j'ai juste enlevé ces chaussettes,
juste enlever son fameux bonnet, son truc. Et l'enfant s'est arrêté de pleurer, il n'avait plus de problème. Et les mères ne comprennent pas ça. Donc, première question. C'est On va commencer culturel. par la gymnastique. La gymnastique, c'est Qu'est-ce que vous en culturel. pensez? C'est culturel. Sachez que dans la mortalité du nouveau-né, il y a plusieurs types de mortalité. Je devais commencer par ça. Il y a la mortalité périnatale, c'est-à-dire la mortalité entre 22 semaines et 6 jours de vie. L'enfant naît jusqu'à 6 jours, la première semaine, il a énormément de risques parce que les chiffres disent qu'il y a 2/3 des enfants qui meurent dans le premier mois. Dans ces 2/3 des enfants, il y a 2/3 qui meurent dans la première semaine. Et il y a le deuxième tiers de ce 2/3-là qui meurt le jour de l'accouchement. Dans une étude que nous avons menée aussi à Judy-Opougon, en salle d'accouchement, on avait 61% des enfants qui avaient des problèmes, qui normalement devaient être hospitalisés. 61% de ces enfants-là mouraient en salle d'accouchement. Pourquoi? Soit parce qu'il n'y avait pas de place, soit parce que les parents refusaient l'hospitalisation, mais soit ils n'avaient pas d'argent, ils refusaient. En fait, c'est parce que je n'ai pas d'argent que je refuse la prise en charge, parce qu'il faut payer. Après cette mortalité périnatale, de la première semaine, il y a la mortalité néonatale précoce. C'est de la naissance à 7 jours. De 7 jours à 28 jours, parce qu'un nouveau-né, c'est jusqu'à 28 jours. De 7 jours à 28 jours, c'est la mortalité néonatale tardive. Et les causes sont différentes. Autant j'ai des causes qui font que je meurs à la naissance, l'asphyxie, les problèmes de prématurité, très grand prématuré, les problèmes de détresse respiratoire ou d'infection, autant après, ce n'est pas les mêmes causes. Quand il s'agit de la mortalité néonatale tardive, on est rentré à la maison. Il y a maintenant tout ce qui est culturel. Ouais. Comment est-ce qu'on manipule l'enfant? Quelles sont les conditions dans lesquelles l'enfant est materné? Je t'ai dit. On a des gens qui viennent, l'enfant est polytraumatisé parce que ce n'est pas quelqu'un d'expérimenté qui l'a lavé, on l'a massé n'importe comment, fracture, traumatisme crânien, l'enfant peut en mourir. Ok. Sinon, je ne pense pas que tous ces massages, on parle du massage ayurvédique, les Indiens massent, on a plein de livres, Bien sûr. mais nos mamans aussi massaient, nos grands-mères ont massé. Elles ont une expertise qui peut-être se perd et qui fait qu'aujourd'hui, on a des pseudo-masseuses, des pseudo-matrones qui vont manipuler les enfants et entraîner des traumatismes qui vont entraîner le décès. Sinon, normalement, c'est quelque chose Lancer le bébé, là? Lancer, c'est culturel. Ah bon? Mais il ne faut pas qu'on rentre dans le syndrome du bébé secoué. Ouais, Mais c'est ça, en fait. Parce que celui qui ne sait pas faire va secouer le bébé au point de lui entraîner des problèmes neurologiques, des Après, quand micro-traumatismes. l'enfant est bête à l'école, on dit que oh, la secoue. OK. Alors moi, D'accord. Est-ce qu'elle a fini avec toutes les questions de Yasmine? Les jouets. Les jouets jouets inutiles dans les le berceaux. Ça, c'est une question de choco. De choco. Les nounours. Parce que il y a une très faible partie de la population qui met plein de choses dans les berceaux. Ouais. Normalement, dans la prévention de la lutte contre la mort subite du nourrisson, c'est interdit. Même le contour de lit est interdit parce que l'enfant peut s'étouffer à l'intérieur. OK. Les nounous, tout ce que vous voulez, normalement, c'est interdit. En plus, ce sont des nids d'acariens. C'est plein de poussière, C'est ça. ça entraîne des allergies. Donc, normalement, le berceau du bébé, c'est comment? C'est juste son drap. Il est couché. Son matelas, son drap. Son drap. C'est Rien fini. Il n'y a pas de coussin, il n'y a rien. Normalement, pas de coussin. Parce qu'on dit le coussin, là, que c'est ça qui fait que sa tête devient un peu ronde. Justement, je vais Non, me poser la ces petits question. coussinets qu'on vend dans les magasins de péricultrice sont tout à fait inopérants. Les enfants font quand même des plagiocéphalies. Et inopérant Ça, et c'est ce que plus je voulais plage, c'était quoi? Ça veut dire quoi? Inopérants, c'est-à-dire que quand vous mettez ces enfants sur ces petits coussinets très jolis avec des dentelles, un petit soin à l'intérieur, ça ne règle pas le problème. L'enfant est aussi sur le plan dur, donc la tête va s'aplatir, il va avoir une tête en tour. En tour. En parlant même de tête, il y a C'est la plagiocéphalie. D'accord. Les habits En maintenant. parlant Ok, même oui, de tête, oui, il y a oui. des bébés aussi qui naissent et puis leur tête grossisse. Leur C'est tête les devient hydrocéphalies. grosse. Qu'est-ce Mais qui cause ça? l'hydrocéphalie a plusieurs causes. Lorsqu'on a un enfant qui a une hydrocéphalie, très rapidement, on pense à tout ce qu'on appelle les embryophétopathies. Ce sont la toxoplasmose, la rubéole, la syphilis. Donc, il faut vérifier. Est-ce que la maman a fait son bilan? La plupart de nos mamans ne font MST pas le des bilan mamans. sanguin. Ça. On va y Elles sont arriver. suivies, elles font des échographies, mais elles ne font pas de bilan sanguin. Et ça, ce n'est pas normal. Et Je les pense bébés qui qu'avec sont la jaunes, gratuité, normalement, le bilan doit être pris en charge. OK. Et les bébés qui sont jaunes, là. Le bébé qui est jaune, il y a plusieurs types de jaune. Il y a le jaune
immédiatement à la naissance, c'est-à-dire dans les 24-48 heures, qui sont un ictère maladie. Et il y a l'ictère qui apparaît après 3 jours, que nous, on estime être un ictère physiologique, c'est-à-dire c'est normal, ça va passer. Donc, pour ces ictères physiologiques-là, j'ai beaucoup de gens qui me disent, on a mis l'enfant au soleil, est-ce que vous préconisez ça? Je dis non. Moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas dire de mettre l'enfant au soleil. Vous pouvez le mettre, mais pas avec mon accord. C'est ça. Parce que même si vous ne le mettez pas, ça doit disparaître. Ouais. Si ça ne disparaît pas au bout de 10 jours, là, on cherche d'autres causes de maladies qui peuvent expliquer le... Ils vont porter le manteau. D'accord. Donc, si le bébé est jaune, on doit le mettre au soleil, mais toi, tu ne donnes pas ton accord pour ça. OK. Dès le moment où on peut le mettre au soleil, c'est qu'on n'a pas besoin de traitement. C'est ce qu'on appelle un ictère physiologique. Avant 2 jours, on va chercher les causes comme les incompatibilités entre la mère et l'enfant. Une mère qui est de rhésus négatif, qui fait un enfant de rhésus positif, qui est à sa, je dirais, 3e, 4e grossesse, il y a un risque pour cet enfant de devenir jaune très rapidement et de décéder dans la période périnatale, c'est-à-dire avant le 7e jour. On a eu des enfants comme ça qui ont commencé l'incompatibilité, c'est-à-dire entre la mère et l'enfant, même avant la naissance. Je pense que j'ai un enfant qui a 8 mois maintenant, qui a commencé son incompatibilité pendant la grossesse. La mère avait déjà perdu 3 enfants dans ce contexte-là. Oh là là. Mais le problème, c'était quoi? L'enfant était O positif comme la mère. Donc, on a dû pousser les investigations, les recherches jusqu'à se rendre compte de ça et puis changer le sang de l'enfant 2 fois, 3 fois pour qu'il puisse vivre aujourd'hui. Wow. Donc, il y a des maladies qu'on sait qui sont, nous on dira, tueuses et pour lesquelles il faut faire ce qu'il y a à faire assez rapidement. Alors, Tata, on va mettre dans le truc où je n'ai pas d'argent. Je viens d'accoucher, mais je n'ai pas non plus beaucoup de lait dans mes seins. Donc, je ne sais pas comment allaiter mon enfant. Malheureusement, je n'ai pas le moyen d'aller en pharmacie pour m'offrir des boîtes de lait d'enfant. Et qu'est-ce que je peux donner à l'instar de ces boîtes de lait à mon enfant pour qu'il ne tombe pas malade, etc. Il y en a qui font la farine déjà très tôt. D'autres, c'est le lait en poudre qu'on vend chez le boutiquier, etc. Bon, tous ces substituts, on dirait, ce sont des substituts inappropriés du lait maternel. Waouh. C'est pas normal. Ça entraîne des troubles digestifs, des diarrhées, des vomissements, une malnutrition. L'enfant ne grossit pas. Et ça peut être aussi à l'origine du décès de l'enfant dans la période néonatale ou bien, en tout cas, avant son 1er mois, avant ses 6 mois. Il peut mourir. Donc, ce qu'on conseille, déjà, je n'ai pas assez de lait. Pourquoi? Est-ce que je donne suffisamment à téter? Parce que si je n'ai pas assez de lait, je donne à téter 1 fois, 2 fois, je n'aurai pas de lait. Parce que c'est en donnant à téter plusieurs fois, 10 fois, 12 fois, comme on dit, à la demande, que l'organisme va intégrer le fait qu'il doit produire du lait. Il faut boire suffisamment, il faut manger. On n'a pas dit de manger pour 2 ni pour 3, mais il faut manger. Il paraît que la bière, c'est bon pour le lait. La bière sans alcool. La bière sans alcool. Sinon, la bière donne, parce qu'il y a du houblon. Il y a du houblon. Mais si vous prenez de la bière avec de l'alcool, vous alcoolisez votre bébé. Ah, donc il y a de la bière sans alcool. Oui. Il y a de la bière sans alcool, mais il y a le tongon, il y a l'arachide, il y a la bonne bouillie de mil avec le beurre de karité dedans. Il y a, les grands-mères ont plein d'astuces. Plein de recettes. Alors, vous savez qu'on est déjà à la fin de cette émission. Waouh. Mais exceptionnellement, on va faire une partie 2. C'est-à-dire qu'on va continuer cette émission qui sera diffusée demain. Donc la partie 2 de cette émission sera diffusée demain parce qu'on a 1001 questions qui sont encore sans réponse. Et on a la chance d'avoir ici 2 professeurs. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les attraper. Surtout le professeur Boni qui est toujours en train de faire le tour du monde. Donc aujourd'hui, on a la chance de les avoir. On va faire cette partie 2. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Mais restez connectés car demain, vous aurez la suite de cette émission. À demain. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.